Donc, ce soir, on est au cours 7. On va présenter ici, dans le cours, rapidement, les trois principales méthodes qui sont utilisées sur le marché. Évidemment, il faut prendre en compte que ici, quand on parle de méthodes qui sont utilisées, on parle de méthodes qui sont utilisées ici au Québec. Donc, il y a certaines des méthodes, si on regarde le marché mondial des méthodologies d'analyse de risque informationnel, on va retrouver des méthodes que nous, ici au Québec, on n'utilise pas. Parce que, comme vous le savez, au Québec, on parle français. Et il y a des gens au Québec qui sont unilingues francophones. Donc, ça élimine automatiquement des méthodologies qui sont disponibles en anglais. Si on fait une revue de littérature, si on fait des recherches pour voir un petit peu les différentes méthodologies qui sont disponibles, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, elles sont presque toutes disponibles en langue anglaise. Et donc, nous, on les retient pas à cause de ça. Cependant, il y en a une des méthodes, parce que j'ai quand même, moi, fait un travail d'analyse des différentes méthodes en fonction d'un certain nombre de critères. Et je vais vous parler un petit peu ce soir de certains des critères que je pense qu'on devrait utiliser pour évaluer les méthodologies. Et quand on regarde les différentes méthodes en fonction d'un certain nombre de critères de scientificité, donc ce qui fait qu'une méthode, elle a une valeur scientifique, une rigueur, une fidélité, une validité, on se rend compte qu'il y a une méthode quand même qui ressort du lot comme étant bien supérieure aux autres. Et ça, c'est la méthode Octave. Et donc, Octave, même si elle est disponible en anglais, je pense que c'est quand même intéressant qu'on en parle un peu. Parce que c'est vraiment une méthode qui, sur le plan technique, est beaucoup supérieure aux autres, qui intègre beaucoup des concepts qu'on a discutés ici dans le cours jusqu'à aujourd'hui, qui intègre des règles au niveau du contrôle des biais, qui va intégrer aussi des aspects de théorie des jeux, donc d'analyse probabiliste, scientifique, de certains aspects plutôt humains ou behavioristes, si vous voulez. Et ce qui fait vraiment que cette méthodologie-là, elle est de très loin supérieure aux autres. C'est sûr que moi, comme universitaire, je suis évidemment biaisé pour tout ce qui ressort du monde académique. Et c'est le cas de la méthodologie Octave. Donc, Octave, ça a été créé par une grande université américaine qui est le Carnegie Mellon University, donc qui est située dans la ville de Pittsburgh aux États-Unis. Et c'est vraiment une université qui s'est distinguée dans le domaine des sciences, de la technologie et du génie, et qui a créé, il y a plusieurs années, un institut de recherche spécialisé en sécurité de l'information. Donc, le Software Engineering Institute, l'Institut de génie logiciel, a été créé, donc, il y a plusieurs années au Carnegie Mellon, et c'est là que s'est créé, entre autres, le premier CERT américain. Donc, le premier centre de réponse d'urgence, de mesure d'urgence en matière de technologie de l'information a été créé là. C'est considéré comme le centre de référence dans ce domaine-là de façon mondiale et en particulier aux États-Unis. Octave, donc, a été développé par des chercheurs suite à des projets de recherche, à des travaux qu'ils ont faits. Et donc, ils ont publié une première version, un genre de cadre conceptuel, on pourrait dire, donc qui a été publié en 1999. Ils ont ensuite publié des critères et par la suite la méthodologie, donc en septembre 2001. C'est très à propos que ça soit publié en septembre 2001, puisque ça a été le point tournant dans le domaine de la sécurité de l'information. C'est-à-dire, évidemment, vous savez qu'il y a eu des choses qui se sont passées le 11 septembre 2001, qui ont fait que les investissements, les besoins en matière de sécurité de l'information, en particulier dans des pays comme le Canada et les États-Unis, ont été mis à l'avant-scène. Et donc, c'était très approprié, ou c'était opportun, je devrais dire, donc que ça arrive à ce moment-là. Et ça l'a fait que ça a été beaucoup adopté. Évidemment, aux États-Unis aussi, il y a toutes sortes de besoins qui ont été identifiés en matière de sécurité. Des choses comme des cadres comme le HIPAA, donc la loi américaine, vous avez peut-être vu ça dans un autre cours.
la loi américaine qui régit l'utilisation des renseignements de santé aux États-Unis, le HIPAA. Il y a eu dans le domaine de la gestion financière le Sarbanes-Oxley Act, puis le Graham-Leach-Bleachley Act, des règles sur la responsabilité financière, sur la publication des documents financiers et surtout sur la vérification des systèmes d'information financiers dans les organisations qui étaient transigées à la bourse américaine, ce qui est quand même beaucoup, et où les sociétés qui utilisaient du financement provenant de sources comme des bons du Trésor ou des programmes de financement via des choses comme les bourses, les différentes bourses ou les différentes places d'échange américaines. Donc, ça l'a amené donc un grand besoin qui a fait que Octave a été immédiatement adopté par beaucoup d'entreprises aux États-Unis et par la bande, ben ça vient nous rejoindre ici, évidemment, beaucoup au Canada. Même si au Québec, comme je vous ai mentionné, à cause du fait français, on a tendance plutôt à aller vers les méthodologies en français, parce que le plus gros, on dirait dans le terme, ce serait early adopter, là. Les premiers groupes qui ont vraiment commencé à faire de la sécurité de l'information, de façon générale, ça a toujours été gouvernemental. Pour toutes sortes de raisons, l'armée a été évidemment toujours à l'avant-scène du domaine de la sécurité de l'information, mais ensuite, pas loin derrière, c'est les ministères, les agences gouvernementales, et dans le cas ici au Québec, tous les ministères, les agences, et en particulier dans le domaine de la santé, donc ont eu ces besoins-là. Et donc, on a commencé à adopter dans le domaine gouvernemental des méthodologies, puis au Québec, ben, on a fait utiliser des méthodologies en français. Donc, il y a 3 versions d'Octave. Il y a la méthode originale Octave, là, la classique. Il y a une version qui s'appelle Octave S, donc S comme dans Small, une version allégée, donc pour les petites entreprises. Et la Octave Allegro, qui est une approche qui a été simplifiée. Parce que Octave, quand même, ça peut être une méthode qui est assez lourde. Donc, l'approche Octave, là, ça ressemble un petit peu à ça. On trouve 3 axes principaux, hein, qui sont les lois et règlements ici en bas à gauche, les objectifs organisationnels, la mission de l'entreprise en haut, les pratiques de gestion et les politiques organisationnelles en bas à droite. Et à l'intérieur de ça, on trouve un genre de cycle continu, d'amélioration continue, un peu comme le fameux PDCA de Deming, mais qui est un petit peu différent, donc qui est le Identify, Analyze, Plan, Implement, Monitor and Control. Mais si vous êtes familier avec le genre de cycle d'amélioration continue de ISO ou de COBIT, vous reconnaissez quand même qu'on retrouve les mêmes étapes fondamentales, là, et donc l'esprit de ça, c'est à peu près le même. Donc, c'est comme un genre de processus d'amélioration continue, d'alignement stratégique, donc entre les besoins d'affaires, les politiques organisationnelles, les lois et règlements. Et donc, à l'intérieur de ça, ben, on est dans un cycle vraiment d'étapes qui se répètent les unes après les autres, qui nous permettent donc d'identifier nos besoins, de faire une analyse de la situation, de planifier un certain nombre d'actions qu'on va mettre en place, de les mettre en place, ensuite de faire le suivi pour voir qu'est-ce qui s'est passé et finalement d'utiliser des contrôles de gestion, des choses comme des audits, par exemple de la vérif, pour s'assurer de la conformité. Donc c'est quand même une approche qui est pour des gens comme nous, donc qui est relativement classique. C'est pas ce qui va être la différence, et ce qu'on regardera pas, ce qu'on discutera pas ici, c'est les étapes spécifiques, parce que vraiment c'est une méthodologie. Donc une méthodologie, ça a un certain nombre d'étapes particulières. Donc ça ressemble un petit peu à ça, là, les différentes phases, là, donc les 3 phases de l'approche. Et vous remarquerez qu'ici en bas, là, on a Identify Infrastructure Vulnerabilities. Donc ici, on utilise donc d'un côté les actifs informationnels et on identifie l'utilité attendue d'une certaine façon des actifs informationnels pour se construire donc des genres de scénarios, des threat profiles, si vous voulez.
et on va, en parallèle à ça, faire un genre de scan de vulnérabilité. Et on va essayer d'aligner donc les scans de vulnérabilité avec nos scénarios, donc nos profils de menaces, pour arriver à faire notre plan d'action. Donc, c'est pas très différent de ce qu'on a vu au niveau des grandes étapes qu'on a vu ici dans le cours. Parce que nous, ce qu'on a vu dans le cours, c'était la théorie. Puis la théorie, c'est le IPM, hein? Donc d'identifier, de prioriser, puis de mobiliser. Mais quand on comprend le cadre théorique de la gestion de risque, qu'on regarde n'importe quelle méthodologie, dans les faits, ce qu'on va voir, c'est la mise en œuvre de façon un petit peu différente au niveau de la recette, mais les grandes étapes, on va les retrouver de toute façon. Donc, rapidement, MEHARI, c'est une méthode française. Je vous ai dit que ça avait été développé donc en France. M. Jouas et Harari, qui travaillaient pour une grande compagnie française de technologie qui s'appelle Bull. Et chez Bull, ils ont développé donc un certain nombre d'outils. Ces outils-là, ensuite, ils ont été adoptés par un club, un genre d'association qui s'appelle le CLUSIF, donc qui est le Club de la sécurité des systèmes d'information français. Donc, eux, ils ont développé un certain nombre d'outils, dont des guides de classification, guides d'audit, guides d'analyse de risque, guides d'élaboration d'objectifs de sécurité, des bases de connaissances. Mais les bases de connaissances, un de vos collègues ici dans le cours me disait, moi, j'utilise pas MEHARI, mais j'utilise les bases de connaissances de MEHARI. Donc, dans les bases de connaissances de MEHARI, entre autres, on va avoir des bases de scénarios de risque. Les bases de scénarios de risque, même dans une approche comme ce qu'on fait ici dans le cours par scénario, ça pourrait être une excellente source de scénarios. Il y a des gens qui vont utiliser, une méthodologie comme ça, sans prendre tous les aspects, qui vont juste utiliser certains des aspects. Bon, c'est évidemment, si on utilise une méthodologie, normalement, on l'utilise ou on l'utilise pas. Mais il y a quand même des outils qui peuvent être pris indépendamment de la méthodologie, qui peuvent avoir quand même une certaine valeur. Et dans MEHARI, il y a beaucoup de ces outils-là. Il y a aussi au niveau de l'évaluation, donc un moteur d'évaluation de la qualité des services, d'évaluation des facteurs de risque, d'évaluation de la potentialité et de l'impact d'un scénario, et les moteurs d'évaluation de la gravité. Bon, avec MEHARI, il y a un outil, un logiciel, que vous pouvez acheter. Ce logiciel-là, il faut l'acheter. Et le problème, un des problèmes, en tout cas, quand moi j'ai été engagé à un moment donné par des clients pour faire des analyses, pour essayer de leur aider à choisir une méthodologie, ce que je me suis rendu compte, c'est que le gouvernement du Québec a signé une entente avec le fabricant par l'intermédiaire d'une firme donc, qui s'appelle Deloitte, qui avait acheté l'exclusivité pour le Québec de la méthodologie. Et Deloitte avait cédé une licence d'utilisation au gouvernement du Québec. Et donc, toutes les agences du gouvernement du Québec pouvaient utiliser MEHARI. Mais sinon, si vous n'êtes pas dans ce bateau-là, l'outil Risicaire qui coûtait à l'époque où moi j'ai fait la recherche entre 12 à 16 000 $. Donc, évidemment, si vous devez acheter un outil à ce prix-là pour être capable de faire vos analyses de risque avec un outil, ça cause un sérieux préjudice. C'est assez complexe. Pas tout le monde. Déjà, on a de la misère à faire approuver des budgets. Imaginez s'il faut qu'on achète un outil à ce prix-là. Maintenant, si on compare avec les autres outils, je vous ai parlé d'Octave. Octave, il y a certaines choses qui sont gratuites, il y a d'autres choses qu'il faut acheter. Mais un des problèmes d'Octave, c'est qu'il faut aller suivre la formation si on veut l'utiliser. Et la formation, elle n'est pas disponible au Canada. Il arrive à l'occasion que le crime peut offrir des formations Octave, mais sinon, il faut aller suivre la formation soit à Washington, D.C. ou à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et donc, il y a les coûts de déplacement, mais la formation elle-même, elle coûte autour de 3 000 3 500 $ US. Bon, aujourd'hui, c'est plus une grosse différence avec le US et le Canadien, mais quand même, il faut se déplacer une semaine pour aller suivre cette formation-là. Donc ça, c'est un problème aussi qui limite ça. On a une troisième option qu'on va rapidement regarder ce soir, qui est EBIOS. Mais EBIOS, c'est une méthodologie donc qui s'appelle Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité, qui a été développée en France par le gouvernement français. En fait, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de la France, et qui a ensuite été transférée à un groupe, puisqu'il y a plusieurs ministères français qui l'ont adopté. Il y a aussi des grosses compagnies françaises comme France Télécom, quel autre, Michelin, Carrefour, Auchan, les
des compagnies, je sais pas si vous connaissez Carrefour puis Auchan, là, mais c'est comme Walmart ou Zellers là, en France. Et donc, qui ont adopté cet outil-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont créé comme un genre d'association d'utilisateurs et ils ont développé, donc moi j'ai été membre pendant plusieurs années de cette association-là, du Club EBIOS. Et donc ils ont développé donc cet outil-là, ils ont fait progresser l'outil, la méthodologie, et ils ont développé aussi un outil, un logiciel. Et récemment, en 2010, le Club EBIOS a publié une nouvelle version qui, à l'origine, devait s'appeler EBIOS 27005, mais qui ont finalement décidé d'appeler EBIOS 2010, donc qui est une version adaptée à ISO 27005. Et moi, j'ai travaillé sur cette version-là. Je me suis occupé des aspects de scientificité et de validité, de fidélité de la méthodologie. J'ai contribué dans ces aspects-là. Et donc, je peux vous dire que ces aspects-là ont été adressés dans la méthodologie. EBIOS, elle est complètement gratuite. Elle a été développée par le gouvernement français. Tout est gratuit, incluant l'outil. Donc, il y a un outil que vous pouvez télécharger et qui est 100% gratuit. Donc là, ça, c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, à ce niveau-là. Vous avez ici là, les 5 grandes étapes de la méthodologie. Donc, si vous comparez avec ce qu'on a vu dans le cours, le processus IPM, ou si vous comparez avec ce qu'on a discuté il y a quelques instants quand on a parlé d'Octave, vous retrouvez essentiellement les mêmes étapes ici, qui sont structurées de façon un petit peu différente. Donc, d'abord, l'établissement du contexte. Ensuite, la création de scénarios de menaces et l'identification des événements redoutés, donc, si vous voulez, les menaces et les vulnérabilités. On fait ensuite l'analyse de risque, puis on élabore les mesures de sécurité. Donc, au lieu d'être divisé tout à l'heure dans Octave, on parlait de 3 étapes. Nous, ici, on parle de 3 grandes étapes dans le IPM. Bien, ici, c'est organisé, c'est structuré en 5 étapes. Donc, c'est une excellente méthodologie et c'est une méthodologie qui est disponible en plusieurs langues, donc ce qui fait que c'est particulièrement intéressant. Ça va jusque-là? OK. Donc, rapidement, juste dans le temps qui nous reste, je voudrais aussi qu'on discute un peu de qu'est-ce qu'on devrait regarder quand on choisit une méthodologie. Moi, j'ai écrit un article que j'ai publié il y a quelques années sur les choix de méthodologie. Et je vais vous mentionner seulement certains des éléments principaux de cet article-là, que vous pourrez toujours aller lire, que vous pouvez retrouver sur Internet si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller explorer en plus de détails. Donc, d'abord, il faut comprendre que une méthodologie, il y a un cadre théorique qui vient avec ça. Donc, on peut pas, n'importe qui peut pas juste faire un outil puis dire que ça s'appelle une méthodologie. Parce qu'une méthodologie, ben, c'est plusieurs choses, mais une méthodologie, donc, c'est un outil scientifique. C'est un outil d'enquête scientifique qui sert à déterminer la valeur d'une variable particulière. Donc, on se définit un problème. En définissant notre problème, ça nous permet d'identifier quelles sont les variables, quels sont les éléments, les composantes de ce problème-là. Et ensuite, on va se donner une façon de mesurer ces variables-là. Et donc, d'identifier comment est-ce qu'on peut répondre à notre question de recherche. Ceux d'entre vous qui allez faire le cours de méthodologie de recherche qualitative, qui est le dernier cours que vous faites si vous faites la maîtrise, on va avoir l'occasion d'en reparler dans ce cours-là, parce que c'est moi qui donne ce cours-là. On va passer 45 heures à discuter de qu'est-ce que c'est une méthodologie, et comment est-ce que ça s'applique une méthodologie. Ici, on le fait en seulement une quinzaine de minutes, donc on fait vraiment un survol. Mais dans une méthodologie, il y a vraiment un cadre scientifique qui doit encadrer donc l'ensemble des activités. Et entre autres, il y a un certain nombre de critères qu'on doit appliquer à une méthodologie. Et ces critères-là sont des critères de crédibilité. Le premier. Donc, la crédibilité, c'est quoi? Ben, c'est de s'assurer que la méthodologie doit nous permettre de nous assurer que ce qui va être présenté dans les résultats, ça correspond à ce que les gens y pensent, ce que les gens voulaient dire. Et non pas seulement le point de vue du chercheur. Je vous ai répété ici plusieurs fois à date que l'analyse de risque est sujette à de nombreux biais. Et que si vous prenez pas le temps d'écouter ce que les utilisateurs, ce que vos clients ont à vous dire,
qu'en bout de ligne, ce qui risque d'arriver, c'est que l'analyse de risque que vous allez produire, c'est votre analyse de risque à vous. C'est votre opinion de la situation. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir le point de vue organisationnel, le point de vue des participants. Et on doit être capable de démontrer qu'on a mis en place des façons de faire pour s'assurer le plus possible que le résultat qu'il va avoir, donc ce qu'on va avoir à la fin de notre processus méthodologique, que ça va être crédible, que ça va représenter vraiment ce que les gens y pensent. L'authenticité, c'est-à-dire le point de vue intérieur des participants. Pas nécessairement ce qu'ils vous disent, mais ce qu'ils pensent. Donc, c'est pour ça que, quand je vous parle ici dans la méthode par scénario, qu'on veut établir un consensus, ben, le fait qu'on va chercher le point de vue de différentes personnes, puis qu'on construit un consensus, ça permet ça d'aller chercher qu'est-ce que les gens pensent vraiment. Donc, d'éliminer les extrêmes, puis d'aller vraiment essayer d'aller dans le fond des choses. Et ça, c'est important dans une méthodologie de s'assurer qu'on respecte ça. Criticité. C'est-à-dire que le processus doit montrer des signes d'évaluation du niveau de criticité. On doit être en mesure d'aller chercher, d'aller comprendre les choses qui sont importantes pour les gens, pour les participants, et les choses qui sont moins importantes. Et d'aller mettre le focus sur les choses qui sont vraiment importantes. Encore ici, dans notre méthodologie qu'on utilise par scénario dans le cours, parce qu'on part avec 30, puis qu'on va graduellement éliminer les choses pour retenir que les affaires qui sont les plus importantes, qui sont les plus critiques, c'est comme ça qu'on arrive à faire ce processus-là. Si on utilise une méthodologie de style Méhari, dans laquelle ou sagesse, par exemple dans le domaine de la santé, où on va poser 400 ou 600 questions et qu'on va sous-peser l'ensemble de ces questions-là de façon plus ou moins égale, ça devient extrêmement difficile de faire ressortir du lot ce qui est critique de ce qui n'est pas critique. Donc, ce qui fait que certaines méthodologies, et c'est l'exemple, Méhari, c'est le meilleur exemple selon moi dans celle qu'on a discutée, sont plus faibles sur ce point de vue-là. Alors que d'autres, comme par exemple Octave, ont un processus qui permet de donner un poids approprié aux choses qui sont plus importantes. L'intégrité, c'est-à-dire que l'analyse reflète une validation de la validité répétitive et récursive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Répétitif et récursif. Ça veut dire que si 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 chercheurs, ou dans ce cas-ci, 2 ou 3 gestionnaires de risque, utilisent la même méthodologie, avec le même échantillon, c'est-à-dire la même population, la même organisation, les résultats devraient être sensiblement les mêmes. Et ça, c'est un gros problème de la plupart des méthodologies. Peut-être pas de la méthodologie elle-même, mais souvent de la manière dont elle est utilisée. Et on se rend compte que si on fait faire une analyse de risque à 3 personnes différentes, on va avoir 3 résultats qui peuvent être complètement différents. Et ce qui va faire la différence, c'est pas l'appétence au risque de l'organisation, c'est l'appétence au risque du gestionnaire de risque qui fait l'analyse. Tu as des gens, par exemple comme moi, qui en matière de sécurité de l'information, qui ont une aversion au risque, vont tendance à faire ressortir des scénarios catastrophes. Le risque est toujours très élevé. Tu as des gens qui, eux, ont une propension au risque, qui vont toujours sous-estimer. Ah, il n'y a jamais de problème, tout est beau. Par exemple, un directeur informatique qui veut pas nécessairement mettre trop d'argent en sécurité de l'information, qui va faire une analyse de risque, il va dire non, non, tout est beau, on n'a pas de problème, on n'a jamais eu de problème. À ce moment-là, les résultats. Donc, même s'il utilise une méthodologie, ce que ça va faire sortir, c'est vraiment le point de vue de la personne en partant. Alors que l'idée, c'est d'utiliser, par exemple, dans l'approche par scénario, où on va aller chercher le point de vue des participants. C'est pour ça que je vous disais que dans la façon dont on applique la méthodologie, c'est important que vous soyez là comme expert, mais vous n'êtes pas là pour donner des réponses aux gens. Vous êtes là pour écouter, de temps en temps pour donner un petit coup dans la bonne direction. Vous n'êtes pas là pour prendre les décisions ou de faire les choses à la place des participants dans l'organisation.
Donc ça, c'est un gros problème. L'explicité, c'est-à-dire les décisions et interprétations, de même que les positions particulières de ceux qui réalisent l'enquête sont considérées. Vous allez évidemment vous assurer de contrôler vos biais dans la mesure où c'est possible. Donc, on a encore d'autres critères. Le réalisme, hein, ça doit vraiment représenter la situation. Ça doit être créatif. Ça doit être exhaustif dans la mesure où c'est possible. Donc, on doit aller au fond des choses. Il doit y avoir une congruence entre le processus et les résultats. Donc, il doit y avoir un lien entre ce qu'on fait et ce qui va en ressortir. Et finalement, une sensibilité, donc, où on va tenir compte de la nature humaine et du contexte socio-culturel de l'organisation. Donc, vous voyez que dans la méthode que moi j'ai développée, l'approche par scénario, je me suis basé sur ces règles-là, évidemment, dans la création de la méthodologie. Donc, j'ai tenu compte de ces choses-là. Dans d'autres méthodologies qui n'ont pas été développées par des gens issus du domaine académique, des universitaires, ils sont pas nécessairement familiers avec ces problématiques-là, donc ils vont pas nécessairement en avoir tenu compte. C'est le cas de Méhari, c'était le cas des BIOS dans l'ancienne version, c'est pas le cas des BIOS dans la nouvelle version, parce que justement, moi, ma contribution à cette méthodologie-là, ça a été de mettre en place le cadre qui permettait de s'assurer que on tenait compte de ces différents éléments-là dans la méthodologie. Et c'est pas le cas d'Octave non plus. Octave tient compte de ces éléments-là. Donc, quand on crée une méthodologie ou quand on utilise une méthodologie, on doit tenir compte des échelles de mesure qui sont utilisées. Et je m'excuse si c'est peut-être difficilement lisible à l'écran, mais les principales échelles de mesure, donc il y en a 4. Hein? La première, c'est l'échelle nominale. Donc, une échelle nominale, c'est des noms. Les objets, là, les choses qu'on évalue, les variables, ils ont des noms. Donc, par exemple, un exemple d'une variable, d'une échelle nominale, ça serait, pour mesurer une variable, on pourrait dire que la variable, c'est la couleur des cheveux des étudiants dans la classe. C'est la variable qu'on veut mesurer. Et les réponses seraient brun, gris, gris, châtain, noir, blanc. C'est les réponses possibles. Et donc, c'est des échelles nominales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des échelles nominales? Tout ce qu'on peut faire, c'est des statistiques descriptives. Par exemple, je peux pas dire que 2 blonds, ça équivaut à 1 brun. Ou je peux pas dire qu'une rousse, par exemple, ça vaut 4 blondes. Hein? Parce que, évidemment, c'est extrêmement subjectif. Ça se fait pas, ce genre de choses-là. Donc, tout ce que je peux dire, c'est par exemple, dans une classe de 15 étudiants, hein, j'ai 10% des étudiants qui ont les cheveux gris, 20% des étudiants qui ont les cheveux bruns, 80% des étudiants qui sont en train de perdre les cheveux qui leur restent, et m'incluant moi-même, etc. Ça, c'est des statistiques descriptives. Mais je peux pas faire aucun calcul avec ça. Je peux faire aucune mathématique avec ça, autre que de faire des statistiques descriptives. La prochaine échelle, c'est l'échelle ordinale. Donc, l'échelle ordinale, il y a une hiérarchie là-dedans. Mais la hiérarchie, elle n'est pas nécessairement graduée. Donc, par exemple, si je fais une échelle, je vous dis, mettez sur une échelle de bas à élevé, quel est votre niveau de satisfaction avec le cours? Et certains vont répondre bas, pas trop, j'espère. Certains vont répondre moyen. Certains vont répondre élevé, j'espère. Plusieurs vont répondre aussi très élevé. Et donc, si j'avais une classe de 15 étudiants, disons de 10 étudiants, je pourrais faire à ce moment-là des statistiques descriptives. Donc, 20% des étudiants sont peu satisfaits, 30% sont satisfaits, et 50% sont très satisfaits du cours. Ça, c'est des statistiques descriptives. On sait que moyen, c'est plus que bas, puis que élevé, c'est plus que moyen, puis c'est plus que bas. Mais on peut pas commencer à faire des calculs avec ça. On peut pas utiliser ça dans des formules mathématiques. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a plusieurs méthodologies qui le font. C'est vrai, mais c'est une erreur. Ça se fait pas, ça, ce genre de choses-là. Puis même si je mets une échelle de 1 à 4, c'est pas parce que c'est des chiffres que ça devient automatiquement quelque chose que je peux utiliser dans des mathématiques. Je peux pas commencer, si c'est une échelle ordinale, même si c'est représenté par des 1 à 4 ou 1 à 5,
ça reste une échelle ordinaire, et donc ça ne peut être utilisé que pour des statistiques descriptives. Il y a une exception à ça, c'est les échelles avec des continuums sous-jacents d'intervalles. Donc, c'est une échelle qui est continue. Ça, c'est comme mon curseur. Mon curseur, c'est une échelle ordinaire, mais qui a un continuum sous-jacent. C'est-à-dire que je peux mettre le curseur n'importe où. On trouve aussi dans les sondages, par exemple, ce qu'on appelle une échelle de Likert, où on dit évaluer sur une échelle de 1 à 10, où 1 veut dire peu satisfait et 10 veut dire très satisfait. Quel est votre niveau de satisfaction avec le cours? Là, vous pouvez mettre votre chose n'importe où. Donc ça, c'est une exception, c'est un cas spécial qu'on appelle l'échelle de Likert, qui permet à ce moment-là de faire un certain nombre de statistiques. Donc, on peut l'utiliser pour faire autre chose dans un cas comme ça. L'autre cas, ensuite, c'est l'échelle à intervalles. Donc, l'échelle à intervalles, c'est une échelle qui est continue, où je peux avoir différentes valeurs. Donc, par exemple, le salaire des étudiants, le salaire ou les frais d'admission à l'université, ben ça, s'il y a différentes valeurs. Votre note dans le cours, ça peut avoir différentes valeurs. Et si l'échelle a un zéro absolu, à ce moment-là, ça devient une échelle de proportion. Donc, si on dit, par exemple, on mesure la température dans la classe, en degrés Celsius, c'est une échelle à intervalles. En degrés Fahrenheit, c'est une échelle à intervalles. Et en degrés Kelvin, c'est une échelle à proportion. Parce qu'en degrés Kelvin, il y a un zéro absolu. Donc, l'absence de température, c'est 0 degré Kelvin. C'est très froid. S'il faisait 0 degré Kelvin dehors, l'air gèlerait, l'oxygène serait liquide. Ou même, peut-être même solide. On peut pas vivre. Mais dans l'univers, dans le vide intersidéral, où il y a rien, la température, il y a aucune température, c'est 0 degré Kelvin. En sciences, vous avez déjà fait de la chimie ou de la physique, vous aviez à faire des formules, des calculs scientifiques en chimie ou en physique, on vous faisait mettre la température en degrés Kelvin. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, on a une échelle à proportion. À partir du moment où on a une échelle à proportion, là, on peut faire n'importe quoi avec les chiffres. On peut faire des maths, on peut les additionner, on peut les multiplier, on peut les diviser, on peut faire des statistiques, on peut faire plein de choses. Mais c'est le seul cas où on peut faire ça. Donc, c'est important quand on évalue une méthodologie de se questionner sur quel genre d'échelle de mesure on utilise et comment est-ce que ces échelles à mesure-là sont utilisées et est-ce qu'elles sont utilisées de façon appropriée. Je prends l'exemple dans la santé de sagesse où on utilisait une échelle ordinale, des chiffres de 1 à 4, puis après ça, on utilisait ça dans des formules. Ben là, ça, c'est pas une utilisation appropriée. Cet outil-là avait absolument aucune compréhension de ce que c'était une méthodologie et surtout avait aucune compréhension de ce que c'est les mathématiques. Puisque en mathématiques, dont un des domaines des mathématiques sont la statistique, il y a des règles. On peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on met un chiffre à quelque chose que ça nous donne le droit de commencer à faire des calculs avec. N'est-ce pas?